sommaire de ce journal, lutte contre Ebola. Washington annonce une aide de 80 millions de dollars américains supplémentaires pour renforcer la riposte régionale. Autre titre, premier congrès d'études congolaises à Mbuji-Mayi. Les scientifiques et universitaires ont lancé un appel en faveur d'une réforme profonde du monde académique et de la recherche en RDC. Et puis nous irons à Brazzaville. La cérémonie de clôture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement a acté l'élan pour une nouvelle architecture financière africaine. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Parlons d'abord santé. Face à un besoin croissant de ressources financières pour affronter la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a annoncé un renforcement de son soutien à la lutte contre l'épidémie en cours dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, avec une nouvelle enveloppe de 80 millions de dollars américains destinée à appuyer les partenaires humanitaires et sanitaires engagés sur le terrain. Cette aide s'inscrit dans le cadre d'une riposte globale et coordonnée visant à endiguer l'épidémie à sa source. Et vous êtes nombreux à nous suivre dans le Haut-Katanga. Sachez qu'aucun cas du virus Ebola n'est enregistré dans cette partie du pays, mais la population est conviée à l'observation stricte des mesures d'hygiène requises. C'est ce qui ressort du briefing du Programme national de l'hygiène aux frontières Haut-Katanga sur la surveillance de la maladie à virus Ebola au point d'entrée et point de contrôle de la province. Bien qu'aucun cas de maladie à virus Ebola n'ait été déclaré dans la province du Haut-Katanga, le Programme national de l'hygiène aux frontières PNHF Haut-Katanga intensifie les séances afin de renforcer la capacité de riposte face à une éventuelle menace liée à ces virus. Ce 27 mai 2026, sous la coordination du coordonnateur du PNHF Haut-Katanga, Dr Kalambake Bienvenue et son équipe, un briefing a eu lieu à Lubumbashi sur la surveillance de la maladie à virus Ebola au poste d'entrée et poste de contrôle. Briefing à l'intention des représentants des agents PNHF, ceux du service de la quarantaine animalière et halieutique SCA, ainsi que ceux des services connexes. Le chef de division provinciale de la santé du Haut-Katanga, Dr Janvier Koubouya Bonane, a salué cette initiative du coordonnateur du PNHF Haut-Katanga. Il a à cette occasion appelé les agents à redoubler d'efforts dans la surveillance de la maladie à virus Ebola afin de prévenir tout risque de propagation. La généralité sur la maladie à virus Ebola a fait l'objet de la présentation faite par Dr Guilain Kadiata, chef de la cellule épidémiologique du PNHF Haut-Katanga. Pour sa part, Dr Mbengo Mafuta Patience est intervenu sur la surveillance de la maladie à virus Ebola au point d'entrée et point de contrôle, tandis que le Dr Kalambake Bienvenu a insisté sur le respect strict du circuit de contrôle sanitaire. Nous tenons sincèrement à remercier le coordonnateur provincial pour cette initiative. La province du Haut-Katanga n'a pas encore détecté ou notifié un cas, mais nous sommes une région à risque. C'est comme ça qu'on se doit de prendre toutes les mesures idoines pour protéger au fait cette province. Nous remercions d'abord notre coordonnateur provincial pour avoir initié cette formation. La lutte permanente menée par le coordonnateur du PNHF Haut-Katanga, Dr Kalambake Bienvenue, s'inscrit dans la mission du Programme national de l'hygiène aux frontières, celle d'assurer le contrôle sanitaire conformément au règlement sanitaire international. Dans l'actualité également, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se sont tenues du 25 au 29 mai 2026 à Brazzaville. La cérémonie de clôture a acté l'élan pour une nouvelle architecture financière africaine face au défi de mobiliser massivement des ressources pour financer le développement du continent. La République démocratique du Congo a été représentée par le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo qui a affirmé que l'Afrique a les moyens pour transformer son économie. Suivez. Les premières assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, sous le mandat du Mauritanien Sidi Ouled Taï, s'est clôturée ce vendredi 29 mai à Brazzaville, en République du Congo. Tout au long de ces assises, le panel présidentiel, suivi du panel des banquiers, financiers, économistes,
professeurs du monde se sont retrouvés à ces sommets de Brazzaville pour chercher les voies et moyens de mobiliser massivement les ressources financières propres en vue d'accélérer le développement du continent africain dans un monde fragmenté. Le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri Alimassi, qui a représenté la Banque centrale du Congo, affirme que l'Afrique a les moyens pour transformer son économie. C'est vrai que aussi les réformes structurelles se plombent et on ne s'attaque pas réellement aux problèmes de fond par rapport à ça. Et je donne un exemple. Regardez la dépendance des exportations des économies africaines sur les matières premières. Ça expose toutes nos économies aux choses à la volatilité, comme il l'a dit. Et d'ailleurs, une étude de la Commission économique africaine a renseigné que la variation négative du PIB africain est frappée de la baisse à la suite de la volatilité. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique ne s'attaque pas à ce problème qui peut justement améliorer les possibilités de lui donner les moyens de financement et même d'accroître les niveaux de réserve. Cette 61e assemblée annuelle de la BAD s'est tenue du 25 à ce 29 mai à Brazzaville. Elle était couplée à la 52e assemblée du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement. Refonder l'université congolaise pour en faire un véritable moteur de développement national. Réunis à Mbuji-Mayi à l'occasion du premier congrès d'études congolaises, les scientifiques et universitaires ont lancé un appel en faveur d'une réforme profonde du monde académique et de la recherche en République démocratique du Congo. Entre exigences d'excellence et dépolitisation des universités et valorisation du savoir local, les participants ont formulé plusieurs recommandations destinées à replacer la matière grise au cœur de l'avenir du pays. Parmi eux, à Mbuji-Mayi, notre directeur général, patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba. Réunis à Mbuji-Mayi dans le cadre du tout premier congrès d'études congolaises, des universitaires et des scientifiques venus de plusieurs horizons ont lancé un appel en faveur de la refondation du monde universitaire et scientifique congolais. Pendant 4 jours des travaux à l'université officielle de Mbuji-Mayi, les participants ont réfléchi autour du thème « Demain le Congo du 3e millénaire, conscience historique, gouvernance des savoirs et devenir national ». Dans leur déclaration finale, baptisée « Appel de Mbuji-Mayi », les congressistes estiment que l'université congolaise doit redevenir un espace d'excellence intellectuelle, de créativité, d'innovation et de conscience nationale, loin des logiques de marchandisation des diplômes et des intérêts corporatistes. Les participants appellent notamment les universitaires à faire preuve de rigueur scientifique, d'éthique et d'engagement patriotique afin de contribuer au développement du pays à travers la recherche, l'enseignement et le service à la communauté. Ils demandent également à l'État congolais de soutenir davantage l'expertise locale et de considérer les savoirs scientifiques comme un levier stratégique de gouvernance, de souveraineté et de développement. Parmi les principales recommandations formulées figurent la création d'un ordre national des professeurs d'université, la dépolitisation du monde académique, la réforme du curricula universitaire, ainsi que l'allocation d'au moins 3% du budget national à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Les congressistes préconisent aussi la fermeture des établissements universitaires jugés non viables, le renforcement des critères d'accréditation et la valorisation des filières scientifiques et technologiques. Les scientifiques réunis à Mbuji-Mayi disent vouloir placer la recherche, le savoir et l'innovation au service de la paix, de la gouvernance éclairée et du rayonnement de la République démocratique du Congo. Le prochain congrès d'études congolaises est annoncé pour l'année 2027. Et de son côté, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, a échangé avec une délégation de la province du Nord-Ubangi, conduite par le gouverneur de province, accompagné de plusieurs élus nationaux et provinciaux à la suite de la tenue du Forum économique du Nord-Ubangi. Cette rencontre a permis aux représentants de la province de présenter les principales conclusions du forum ainsi que les attentes exprimées par les populations en matière de développement économique, d'investissement productif et de la
valorisation des ressources locales. Au cours des échanges, la délégation a salué l'appui apporté par le ministère de l'économie nationale à l'organisation de ce premier forum économique, soulignant l'espoir suscité auprès des populations du Nord Ubangi et leur volonté de voir les recommandations formulées se traduire en actions concrètes. La province du Nord Ubangi attend beaucoup du gouvernement central, étant donné que la province du Nord Ubangi a beaucoup de potentialités, et cela sur tout le plan de l'agriculture, sur le plan de la forêt. Nous avons également de manière brève les richesses naturelles. Les autorités provinciales ont notamment mis en avant plusieurs projets structurants susceptibles de transformer durablement l'économie de la province, parmi lesquels le développement des infrastructures de transport, la valorisation du potentiel agricole, la relance des projets industriels, notamment dans le secteur du ciment, ainsi que le renforcement des échanges commerciaux avec le pays voisin. Nous sommes très contents parce que nous venons d'être reçus par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui nous a rassurés. Ce qu'il a eu à faire également dans d'autres provinces pour essayer de discuter avec les opérateurs économiques, pour essayer de discuter, de voir les potentialités que nous avons et être notre interprète auprès du gouvernement central. Le vice-premier ministre a quant à lui rappelé que la vision du gouvernement repose sur les redressements productifs de l'économie nationale à travers la valorisation des potentialités des provinces. Daniel Mukoko Samba a souligné que la croissance économique durable de la RDC ne saurait reposer uniquement sur les ressources minières, mais également sur le développement de l'agriculture, de l'agro-industrie, de la transformation locale et de l'entrepreneuriat. En visite au Sénat français, le ministre congolais des droits humains, Samuel Bemba, a dénoncé avec gravité les violences extrêmes perpétrées dans la partie est de la RDC, notamment l'utilisation du viol comme arme de guerre devant les parlementaires. Il a appelé la France et l'Union européenne à agir fermement contre Paul Kagame, qu'il désigne comme principal responsable afin de mettre fin à l'impunité. Invité au Sénat français pour un dialogue de haut niveau sur le thème « Amplifier les voix des victimes survivantes et lutter contre l'impunité » entre les sénateurs français, les parlementaires français d'origine congolaise et l'ONG Afiamama, le ministre congolais des droits humains Samuel Bemba Kabouya a décrit les faits qui se déroulent à l'est de la RDC dans leur gravité extrême. Amplifier les voix de ces femmes, les violences sexuelle et l'impunité. Donc, lutter contre l'action de Paul Kagame en République démocratique du Congo. Cet homme qui continue à narguer le monde entier. Tout le monde sait que c'est lui l'homme orchestre de ces nombreux cas de mort. Tous les rapports des Nations Unies indiquent la présence des troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et les moyens utilisés pour empêcher Kagame ne sont pas vraiment à la hauteur. Notre plaidoyer dans ce cadre va consister à demander aux sénateurs français, au groupe d'amitié France-Afrique centrale du Sénat, d'être ce groupe qui amplifie les cris de ces femmes meurtries. Parler encore plus fort. Plus fort pour que tout le Parlement français entende. Plus fort pour que la France entière et l'Union européenne entendent ce que disent ces femmes meurtries. Entendent que on a trop laissé Kagame faire. Finalement, le ministre Samuel Bemba Kabouya a plaidé pour que la France et l'Union européenne stoppent les atrocités commises par Paul Kagame. La réforme de l'administration fiscale provinciale franchit une nouvelle étape. 2 nouvelles régies financières viennent d'être créées pour remplacer la DGRK, jugée dépassée. L'objectif est de moderniser la mobilisation des recettes, renforcer la transparence et digitaliser totalement les procédures afin d'améliorer les performances financières de la capitale.
La ville de Kinshasa engage une réforme majeure de son administration fiscale avec la création de 2 nouvelles régies financières. La Direction générale des impôts provinciaux de Kinshasa, DGIPK, et la Direction générale des droits, taxes et redevances de Kinshasa, DGTK. En sigle, appelé à remplacer la DGRK. Validé le 28 mai lors d'un atelier présidé par le ministre provincial des Finances, Magloire Kabemba. Ces nouveaux organes visent à moderniser la mobilisation des recettes publiques grâce à une meilleure spécialisation des missions fiscales et non fiscales, à la digitalisation des procédures et au renforcement de la transparence dans la gestion des finances provinciales. Cet atelier a eu à valider les projets de texte portant création de 2 nouvelles régies qui vont s'occuper de la collecte des impôts et des taxes dus à la ville de Kinshasa. Les participants ont également adopté les règlements de fonctionnement, la feuille de route de la réforme ainsi que le plan de répartition des ressources humaines et matérielles. Les autorités ont rassuré les agents de l'ancienne DGRK sur le maintien de leurs emplois et de leurs droits sociaux durant la transition. Les réformes pour nous sont bénéfiques. On y attendait depuis très longtemps, puisqu'on avait une difficulté pour soit retracer ou recouvrer même. Maintenant que nous avons 2 régies, ça nous permettra de travailler davantage et de renflouer les caisses de la ville. À l'origine de cette réforme, le gouverneur de Kinshasa souhaite doter la capitale d'une administration financière plus performante et adaptée aux exigences modernes de gouvernance, dénonçant les méthodes jugées dépassées de l'actuelle DGRK. Et puis le secteur des jeux d'argent en République démocratique du Congo est à un tournant décisif sous l'impulsion du ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï et en droite ligne avec la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le secteur des jeux d'argent passe à une étape essentielle de sa modernisation. C'est en effet dans ce cadre que le coordonnateur de la cellule de surveillance des jeux d'argent, Dieudonné Ntumba, a présidé une réunion avec les opérateurs du secteur au centre financier de Kinshasa. Cette rencontre marque le début d'une série d'activités visant à moderniser et à structurer le secteur de jeux d'argent en pleine croissance en République démocratique du Congo. Dans son discours d'ouverture, le coordonnateur de la cellule de surveillance des jeux d'argent, Dieudonné Ntumba, a souligné l'importance d'une collaboration entre l'État et les opérateurs pour assurer une concurrence saine et prévenir la criminalité financière. Le rôle de l'État n'est pas d'empêcher les activités économiques, mais de les encadrer, a-t-il déclaré. Cette réunion s'inscrit dans la vision du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka de moderniser et d'assainir le secteur des jeux d'argent tout en protégeant les personnes vulnérables et lutter contre l'offre illégale. Au nom du ministre des Finances, Didier Bobouawese, chargé du système d'information et du monitoring des opérations des jeux, a détaillé la nécessité de cette régularisation pour pallier les risques sociaux et économiques associés aux jeux d'argent. Nous sommes dans une étape très importante de la cellule. Nous sommes en train de faire l'intégration à une plateforme de monitoring qui va pouvoir monitorer dans le sens de contrôler les opérations, les activités des opérateurs des jeux. Donc ce sont des moyens techniques qui ont été mis en place au niveau de la cellule pour mieux contrôler et surveiller les secteurs des jeux. De son côté, le responsable commercial et marketing de PixLab RDC a exprimé sa satisfaction quant à l'initiative. Il a souligné l'importance d'un cadre régulé pour permettre aux opérateurs de mieux exercer leurs activités. Nous sommes heureux d'avoir pris part à ça. Ce que nous souhaitons, c'est que les différentes revendications, les différentes demandes que nous avons soumises puissent prendre forme le plus tôt possible pour nous permettre d'évoluer et d'opérer dans un cadre correct, plus régulé et plus ordonné. La réunion s'est conclue sur une note positive, les opérateurs ayant exprimé leur soutien aux initiatives des régulations. Le coordonnateur de la cellule de surveillance des jeux d'argent a réaffirmé l'engagement du ministère des Finances à maintenir un dialogue permanent avec les opérateurs pour garantir une mise en œuvre harmonieuse et conforme de la réforme.
Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social a tenu un point de presse ce vendredi à Kinshasa, au cours duquel cette structure politique a vivement réagi aux positions défendues par la coalition dite C64. Je vous propose de suivre cet extrait. Le CTCP constate ce qui suit. Les membres de la coalition C64 ont la prétention de mettre le pays à feu et à sang, car les motivations qu'ils avancent sont inventées et imaginées en raison de leurs intentions cachées. La très grande majorité des membres de cette coalition se disent compagnons d'Étienne Tshisekedi. Est-il raisonnable qu'il foule aux pieds aujourd'hui ce qu'il a dit hier? Le président Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, n'a-t-il pas promis en 2005 qu'une fois au pouvoir, l'actuelle constitution devra être changée? Qu'ont-ils fait du testament d'Étienne Tshisekedi Wamulumba? La coalition C64 prétend organiser des journées villes mortes à travers tous les pays. D'aucuns savent que toutes leurs sorties politiques se font à coups d'argent venus de l'autre côté de la colline. En tout état de cause, la plénière de l'Assemblée nationale a examiné et déclaré recevable le mercredi 27 mai 2026 le rapport de sa commission PAJ relatif à la proposition de la loi Ngondankoy et à Longia. Paul Gaspard, professeur ordinaire à l'université de Kinshasa et juge au Conseil d'État en disponibilité. À Kinshasa, justement, précisément dans le district de la Tchangou, le président national du regroupement de la jeunesse consciente au Congo, Jean-Jacques Esungu, a tenu une importante réunion avec les veuves de son organisation non gouvernementale de développement autour de plusieurs dossiers stratégiques liés à la gouvernance institutionnelle, au processus électoral ainsi qu'aux grandes réformes législatives en République démocratique du Congo. Organisée dans une ambiance de communion et d'écoute, cette rencontre a connu une forte mobilisation de femmes venues des différents coins des Tchangou pour échanger avec les leaders du RJCC sur les enjeux majeurs de l'heure. Face à cette assistante attentive, les dignes fils de l'Union sacrée de la Nation, Jean-Jacques Esungu Mubiala, a longuement expliqué l'importance de la révision constitutionnelle qu'il considère comme une démarche essentielle pour adapter les institutions aux réalités actuelles du pays et renforcer l'efficacité de l'action publique au bénéfice de la population congolaise. Le président national de l'ONGD RJCC a également estimé que cette réforme constitue une étape importante dans la consolidation de la démocratie et la participation citoyenne en République démocratique du Congo. Dans un élan patriotique et spirituel, Jean-Jacques Esungu Mubiala et le veuve du RJCC ont élevé des prières pour la paix, la stabilité et l'unité nationale. Ils ont imploré la grâce et la faveur divine sur la nation congolaise, tout en exprimant leur soutien au président de la République Félix Tshisekedi ainsi qu'aux institutions du pays engagées dans le processus des réformes. À travers cette initiative, Jean-Jacques Esungu Mubiala confirme son engagement aux côtés du chef de l'État dans l'accompagnement de grandes orientations politiques et institutionnelles visant le développement et la modernisation de la RDC. Porté par l'adhésion des mamans veuves, le président national de RJCC entend désormais étendre cette campagne de sensibilisation à la jeunesse congolaise. Un grand meeting populaire est d'ailleurs annoncé dans les prochains jours au terrain municipal des Massina, où plusieurs jeunes sont attendus pour échanger autour des réformes institutionnelles et de la vision du président de la République Félix Tshisekedi pour l'avenir de la RDC.
Et puis l'évolution des travaux de voirie actuellement en cours dans la ville de Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangui, était au cœur d'une audience que le président directeur général de l'entreprise Imo Cercas a accordée au maire de la ville de Guémena, Jacob Louba, dans son cabinet de travail. Ensemble, ils ont analysé les perspectives de renforcement des infrastructures routières dans cette partie du pays. En séjour officiel à Kinshasa, le maire de la ville de Guémena, Jacob Louba, a été reçu ce jeudi 28 mai 2026 par Serge Kassanda Lusamba, président directeur général de l'entreprise Imo Cercas dans son cabinet de travail. Au centre des échanges, l'évolution des travaux de voirie actuellement en cours dans la ville de Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangui. Les deux personnalités ont passé en revue l'état d'avancement du chantier ainsi que les perspectives de renforcement des infrastructures routières dans cette partie du pays. Après cette séance de travail jugée constructive, le maire de Guémena a effectué une visite guidée au port de Lunatra à Kinshasa. Objectif, constater de visu plusieurs équipements lourds, conteneurs et matériels appartenant à Imo Cercas et destinés à renforcer les travaux sur terrain à Guémena. Je suis très heureux par le fait que mon arrivée au port Lunatra, j'ai trouvé quand même que tout le matériel qui est nécessaire pour l'asphalte de la ville de Guémena est disponible dans la ville province de Kinshasa. Donc c'est un ouf de soulagement, pas seulement pour moi comme maire de la ville, mais pour tous les habitants de la ville de Guémena. Sincèrement, je me suis retrouvé à l'Onatra, je vis le matériel, je vis le bitume, je vis tout le matériel qui pourra concourir à l'asphalte de la ville de Guémena. Espérons que dans les jours très proches, la ville de Guémena sera asphaltée par la société Imo Cercas. Réagissons aux rumeurs faisant état d'un prétendu abandon du chantier ainsi qu'au retard observé dans l'exécution des travaux, Jacob Louba a tenu à rassurer la population du Sud-Ubangui sur la volonté des parties prenantes de poursuivre les travaux. Le maire de Guémena a par ailleurs lancé un appel à la première ministre ainsi qu'à la BCECO afin d'appuyer les factures impayées de l'entreprise, condition qu'il estime nécessaire pour garantir la continuité des travaux et améliorer la condition de vie de la population locale. Depuis l'arrestation le 8 mai dernier du premier vice-président de la FDC, l'honorable Hilaire Kassoussa Kikuya, cette arrestation suscite une vive indignation à Chabunda au sein de la population qui s'est massivement mobilisée pour exiger sa libération, estimant que cette détention porte atteinte aux libertés démocratiques et à la volonté populaire au cours d'une manifestation organisée dans la ville de Chabunda. Justement, une déclaration a été lue par le professeur Mouelois Justin appelant les autorités à respecter le droit de l'élu et à privilégier la justice, le dialogue et la paix sociale afin de préserver l'état de droit et l'unité de la communauté. C'est avec un profond regret, un climat d'anxiété que les fils et filles notabilité des Chabundiennes avions pris l'arrestation de notre fils Mouechimiou Hilaire Kikobe Kassous en date du 8 mai 2026 au port Ngobila par les services de sécurité de la maison militaire pour les motifs que nous ignorons tous à ce jour. Ce qui suscite une douleur morale intense au sein de notre communauté Lega de Chabunda en particulier et des 4 territoires en général, dont à plus que son état de santé nécessite une attention particulière pour éviter le pire et le perdre physiquement. Nous dénonçons fermement cette situation qui remet en cause les principes fondamentaux des droits humains et de la justice dans un état démocratique. Voilà pourquoi nous sollicitons avec l'expression de notre profond respect au président de la République, chef de l'État, la libération de l'un de ses lieutenants qui l'a toujours accompagné depuis 2019 et reste fidèle sans cession jusqu'à ce jour. Il est important de fixer l'opinion que notre frère n'a jamais été arrêté à Maya. Il est impérieux que l'opinion tant nationale qu'internationale puisse savoir que l'honorable Hilaire Kassoussa Kikobia est un Congolais de père et de la mère du territoire de Chabunda dans la province du Sud Kivu en RDC, fils de Kikobia, Sakwa Touloa Gaspard et de Malibiro Kingombe Madeleine. Nous le disons à haut et fort,
la démenti des fausses informations des journalistes haineux. Hilaire Kiko Byakasusa n'est pas rwandais. Il faut rappeler avec fermeté que le peuple lega auquel appartient Hilaire Kiko Byakasusa est un peuple résistant contre l'agresseur rwandais et reste le noyau de Mai Mai et de Wazalendo en RDC. Et en marge de la journée internationale de l'hygiène menstruelle célébrée le 28 mai, la Fondation Ultime Espoir a organisé à Kinshasa une table ronde autour du thème « Briser les barrières de la précarité menstruelle ». À travers cette rencontre, la présidente et fondatrice de la structure Solange Kabengele Mukoso a lancé un plaidoyer en faveur d'une meilleure prise en charge de la santé menstruelle des jeunes filles et des femmes en République démocratique du Congo. C'est dans la salle Legacy de The Grand Residence qu'a eu lieu la table ronde organisée par la Fondation Ultime Espoir autour du thème « Briser les barrières de la persévérance face à la précarité menstruelle ». Prenant la parole à cette activité, la présidente de cette fondation, Solange Kabengele, a rappelé que la menstruation constitue une réalité biologique universelle qui accompagne près des 30 années de la vie d'une femme. Elle a insisté sur la nécessité de lutte contre les tabous et les difficultés liées à l'accès aux produits hygiéniques. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'action de notre fondation. La Fondation Ultime Espoir est une organisation engagée aux côtés des enfants défavorisés et des filles mères avec une vision claire, celle de transformer la vulnérabilité en dignité et en autonomie. Notre fondation ne se limite pas seulement à une action caritative. Elle s'inscrit dans une logique structurée et innovante avec un véritable écosystème d'intervention. Dans l'éducation, à travers notre école de l'Ansele, nous intégrons progressivement la digitalisation du suivi scolaire. Dans la santé, avec le centre Bolingo situé dans la commune de Maluku, nous visons à l'amélioration de l'accès aux soins de proximité et de qualité. Juste après elle, plusieurs orateurs ont fait les tours du perchoir, dont Iris Nzolantima, ainsi que d'autres oratrices pour partager leur expérience en cette matière. Après les différentes allocutions, place a été faite au panel réunissant plusieurs intervenants. Les échanges ont notamment porté sur l'impact de la précarité menstruelle sur la scolarité des jeunes filles, les conséquences sanitaires et sociales, l'accès aux produits hygiéniques, ainsi que des solutions locales et innovations durables pouvant contribuer à améliorer les conditions des femmes et de jeunes filles. Et puis le président de la Fédération congolaise de football association, Véron Mosengo Omba, accompagné de ses vice-présidents Amadou Diaby et Dayoni Wawa, a effectué une tournée à Boende Mbandaka aux côtés du ministre d'État et initiateur de la Fondation Ouidal, Maître Guy Luando Mboyo, les jeudis 28 mai, dans le cadre de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi visant le développement du sport à la base et l'encadrement de la jeunesse à travers toutes les provinces du pays. Regardez. À Bouendé, dans la province de Tchouapa, la délégation a été accueillie par une foule nombreuse ainsi que par les autorités provinciales avant de visiter le stade Guy Luando, construit sur fonds propres de la fondation Ouidal, présidée par Madame Deborah Luando, épouse de Guy Luando Mboyo. Doté d'une pelouse synthétique moderne, ce stade constitue aujourd'hui la principale infrastructure sportive de la province, capable d'accueillir les rencontres du championnat provincial. Très impressionné par la qualité des installations et l'engouement populaire autour du football, Véron Mosengo Omba a salué les efforts fournis par le ministre d'État, Maître Guy Luando Mboyo, ainsi que par la fondation Ouidal pour développer des infrastructures sportives et offrir davantage d'opportunités à la jeunesse. C'est un honneur, Yakozala Awa, surtout Ndeko Guy Luando Mboyo. Émotion ezosalanga parce que alingi mboka na ye, alingi région na ye, alingi pe mokonzi ya mboka na ye. À cette occasion, des équipements sportifs, des maillots et des ballons ont été remis aux équipes locales. La tournée s'est ensuite poursuivie à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, où la délégation a été reçue par le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, ainsi que par plusieurs autorités sportives locales. Les responsables de la FECOFA ont visité le stade Bakusu, infrastructure historique de la Grande Équateur, actuellement en pleine réhabilitation grâce à la fondation Ouidal. La nouvelle pelouse synthétique, les poteaux récemment installés, ainsi que les travaux en cours de modernisation
rénovation des installations sanitaires ont été présentées à la délégation, tandis que les vestiaires et les gradins devraient également être rénovés dans les prochains mois. Au terme de cette tournée, Véran Mosengo Umba a insisté sur la nécessité de faire vivre le football dans toutes les provinces de la République, affirmant sa volonté de travailler pour le développement du sport à la base durant son mandat à la tête de la FECOFA. Il a également salué l'engagement du ministre d'État, Maître Guy Ndomboyo, et de la Fondation Ouidal dans la promotion des infrastructures sportives et l'encadrement de la jeunesse congolaise. 36 ans après la disparition de Maxime Soki-Vangu et d'Emile Soki-Dianzenza, deux figures emblématiques de la rumba congolaise. Des hommages ont été organisés 2 jours d'affilée à Kinshasa pour honorer leur mémoire. Une messe d'action de grâce a notamment été célébrée jeudi à la paroisse Notre-Dame de la RDC en présence des autorités culturelles, de leurs familles et les mélomanes. Deux frères, Maxime Soki-Vangu et Emile Soki-Dianzenza, deux musiciens d'exception dont le destin a marqué de manière tragique l'histoire de la rumba congolaise. Décédés en mai 1990, à 2 semaines d'intervalle, le cadet à Kinshasa le 4 mai et l'aîné en Allemagne le 18 mai, ils ont laissé un vide immense dans le paysage musical congolais. 36 ans après cette double disparition, leurs souvenirs demeurent profondément ancrés dans la mémoire collective et leur héritage continue de traverser les générations et de nourrir l'identité musicale nationale. Les légendaires frères Soki nous parlent encore. Zamba, Sofele étaient comme des prophéties sur la destruction de nos forêts et l'incivisme notoire qui caractérise les usagers de la route aujourd'hui. Les frères Soki ont été des révolutionnaires dans l'histoire de la musique congolaise. Ils ont joué un rôle très important dans l'école de la rumba congolaise, de l'ascension qui va depuis Wendo Kolosoi, Mama Lucie Yenga jusqu'aux générations nouvelles. Mais en leur temps, ils ont réussi à constituer un leadership. Tous les deux, et le grand frère et le petit frère, avaient un talent à la fois de l'écriture des chansons, à la fois du rythmique et des compositions. Jeudi, une messe d'action de grâce a été célébrée à la paroisse Notre-Dame de la RDC en hommage à ces deux figures emblématiques. La cérémonie a réuni autorités culturelles, familles biologiques et musicales, ainsi que de nombreux mélomanes venus saluer la mémoire des illustres disparus. Dans une atmosphère de recueillement, chants et témoignages ont rappelé l'empreinte laissée par les frères Soki dans l'évolution de la musique congolaise moderne. Mercredi, les hommages ont été des plus différents au cimetière de la Gombe où le dévoilement de nouvelles pierres tombales a symbolisé la volonté de perpétuer leur mémoire. Au-delà du temps, les frères Soki demeurent des références incontournables dont l'héritage continue d'inspirer artistes et mélomanes en République démocratique du Congo et ailleurs. Leur contribution artistique reste associée à une époque considérée comme l'un des âges d'or de la rumba congolaise. Voilà qui met fin à ce journal. Place au rappel de titres. Lutte contre Ebola, Washington annonce une aide de 80 millions de dollars supplémentaires pour renforcer la riposte régionale. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Premier congrès d'études congolaises à Mbuji-Mayi, les scientifiques et universitaires ont lancé un appel en faveur d'une réforme profonde du monde académique et de la recherche en RDC. Parmi les participants, l'on compte Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50. Pendant ce temps, à Brazzaville, la cérémonie de clôture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement a acté l'élan pour une nouvelle architecture financière africaine. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.